que nous démarrons avec Abdelrahman Ben Amara, qui va nous parler de la notion de civilisation chez Malik bin Nabi. Si vous permettez, je vais vous donner un petit aperçu de ce qui nous a poussé à faire ce cycle de conférences et comment nous en sommes arrivés là. Bon, les éditions de Nouvelabot existent depuis une dizaine d'années. Depuis l'année dernière, nous avons fixé l'objectif de ramener l'œuvre de Malik bin Nabi en Algérie. Parce que nous considérons que depuis 43 ans qu'est mort cet homme illustre, malheureusement, il n'y a eu aucune édition complète des œuvres de Malik bin Nabi en Algérie. Il y a eu certes Dar al-Fikr à Damas, qui a édité les 17 livres en arabe. En français, il y a eu quelques éditions parcellaires en Algérie, mais sans vraiment approfondir le sujet, sans vraiment donner toute l'importance que nous devons donner à cette œuvre capitale. Nous pensons que les problèmes de l'Algérie sont d'abord civilisationnels et non pas une crise énergétique. Nous pensons que si le peuple algérien avait été abreuvé avec les idées de Malik bin Nabi, avec les idées sur la civilisation, on aurait peut-être évité pas mal de problèmes, et particulièrement un certain nombre d'entre eux durant les années 90. Nous pensons que ce n'est pas par hasard que Malik bin Nabi a écrit sur tous les livres de Tarot, Mushkil al-Thaqafa, dans l'édition arabe qui est sortie par Dar al-Fikr ancienne. Nous pensons que ce problème est un problème central qui a dirigé l'œuvre de Malik bin Nabi, et je pense que Abdelrahman Ben Amara va développer mieux que moi cet aspect-là. Disons pour terminer que ce cycle de conférences que nous initions avec cette conférence sur la notion de civilisation chez Malik bin Nabi, la deuxième conférence sera présentée par Hicham Shabab de la faculté de sociologie de Bjaïa, et elle aura pour thème la lutte idéologique et la colonisation et le concept de colonisabilité chez Ben Nabi. Donc là, nous démarrons un certain nombre de conférences qui vont reprendre. Notre projet, c'est que ces conférences devront reprendre toutes les idées forces de Malik bin Nabi. Parce que Malik bin Nabi, ce n'est pas comme certains en parlent, il est né à Tébessa ou là il est né à Constantine. Le problème, c'est pas ça. Le problème, c'est quelles sont ses idées. Qu'est-ce qu'il veut, cet homme? Où est son importance? Son importance, c'est pas qu'il soit né à Tébessa ou à Constantine. Les gens, quand ils parlent de Ben Nabi, souvent, ils restent dans les contours. Il est temps, pour nous, Algériens, de comprendre le processus de la Renaissance, comme le voit Malik bin Nabi, de comprendre le cycle de civilisation, comme en parle Malik bin Nabi, de comprendre qu'est-ce que la culture, de comprendre qu'est-ce que la colonisabilité, de comprendre le rôle du musulman au XXIe siècle, on va dire. Ben Nabi a parlé du XXe, mais il va falloir qu'on en parle et qu'on le comprenne et qu'on le digère. Je pense qu'il est temps, pour nous Algériens particulièrement, de sortir des aspects superficiels de cet homme, Ben Nabi, ou là de sa pensée, mais de pénétrer dans sa pensée profonde et de nous en abreuver. Voilà, je vous remercie, je laisse la parole à Ahmed. السلام عليكم. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. J'ai choisi de parler aujourd'hui de la notion de civilisation dans la pensée de Malik bin Nabi. Parce que je pense que ce concept est central dans la pensée de Ben Nabi. Pourquoi l'importance de cette notion dans la pensée de Ben Nabi? Avant d'arriver
à parler de ce sujet, je voudrais dire simplement que Ben Ali a d'abord vécu un drame en tant qu'Algérien avant d'explorer le problème en tant qu'intellectuel. Ben Ali, il est né en 1905 dans un pays dominé militairement, économiquement, politiquement, avec une importante colonie de peuplement qui avait pris tous les leviers, qu'elles soient économiques, militaires ou politiques. L'Algérien était complètement marginalisé. La première réflexion de Ben Ali, vivant ce drame, est de savoir pourquoi la société algérienne, les Algériens, les musulmans algériens étaient arrivés à cette situation. L'interpellation qu'il voyait tous les jours l'a poussé donc à réfléchir et à se demander pourquoi on en est arrivé là. Il y avait à l'époque des théories qui répondaient à ce questionnement. Il y avait les théories de ceux qui dominaient le pays. Il y avait des théories raciales qui ont fleuri au XIXe siècle, avec de nombreux penseurs européens, français aussi, tels que par exemple le comte de Gobineau avec son livre sur l'inégalité des races. C'est-à-dire il y avait des théories qui étaient professées même à l'université d'Alger. L'université d'Alger, tenue, bien entendu, créée et tenue par les Français, qui expliquait qu'il y avait parmi les humains différentes races. Il y avait des races qui étaient destinées à dominer et des races destinées à être dominées. Et qu'il y avait la preuve était visible, puisqu'il y avait un groupement qui dominait pratiquement toute la planète. Il y avait d'autres théories aussi qui ont commencé aussi à fleurir à cette époque, ce n'étaient pas des théories raciales, mais des théories qu'on appellerait maintenant culturalistes. Ça veut dire, c'est la mentalité des gens. La mentalité des gens, or une mentalité, elle est façonnée par quelque chose. Or, il était sur la carte du monde, on voyait la plupart, pour ne pas dire tous, pratiquement tous les pays musulmans, être dominés. Donc, la conclusion était facile à tirer, c'est que tout ce peuplement-là, tous ces peuples ont été façonnés par la même vision des choses, par l'islam. Donc, le problème se trouve dans l'islam, c'est-à-dire c'est une vision du monde qui est rétrograde, qui pousse ses adeptes au fanatisme, qui les pousse au fatalisme, qui les rend inaptes à l'effort social. Il y a eu d'autres théories, mais ça, c'était beaucoup plus le fait de musulmans qui estimaient que le fait qu'un pays comme l'Algérie était dominé était dû à un accident de l'histoire. Parce qu'il y a eu une guerre qui a été perdue et que le vainqueur a dominé le vaincu. Et ça s'est passé souvent dans le passé. Et que ce n'était dû donc à un accident de l'histoire. Or, Ben Ali, lui, va réfuter toutes ces explications en disant tout simplement que si cela était vrai, Ben Ali est un esprit scientifique. C'est-à-dire, si la raison qu'on donne est la bonne, ça veut dire simplement qu'elle doit être égale par elle. Égale quel que soit le temps. Or,
si on étudie le passé, on voit que ce n'est pas le cas. Donc cette raison-là est fausse. On voit que ces gens-là, ou leurs ancêtres, ont pu créer une civilisation brillante, tout en étant musulmans, c'est-à-dire c'est avec leur vision islamique, c'est façonné par des données islamiques qu'ils ont pu créer tout cela. Donc, le problème ne se situe pas là. Mais pourquoi on en est arrivé là? C'est la question centrale que Ben Ali va se poser. Lui, il va en déduire justement que si à une période de l'histoire, une société est dans un tel état, un état par exemple d'innovation, qui réussit à répondre aux défis que lui pose que la nature, que lui pose les changements climatiques, démographiques. Et d'un autre côté, pourquoi cette société-là est dans l'inertie, l'apathie, dans le subi, et non pas dans le défi. Donc là, il va commencer à atteindre la notion de ce qu'il va appeler, lui, la civilisation. Bien entendu, ça n'a pas été quelque chose de spontané chez lui, c'est un intellectuel, donc il a eu des lectures, il a eu des maîtres qui l'ont guidé, que ce soit parmi les musulmans, c'est-à-dire Ibn Khaldoun. On connaît Ibn Khaldoun avec sa théorie des cycles, et justement Ibn Khaldoun a été le premier à déterminer la notion de cycle, surtout des trois phases. Mais il y a d'autres aussi, des penseurs européens qui ont aussi éclairé sa pensée. Mais Ben Ali va donner, lui, il va apporter des réponses originales à cette question. C'est-à-dire, lui, il va se dire, il va voir que tout ensemble humain, toute société humaine tend à vouloir atteindre une construction supérieure de la société. C'est ça qu'il appelle la civilisation. Et il va voir qu'il va déterminer que cette civilisation obéit à un cycle. C'est-à-dire, d'abord à trois phases, et un cycle, c'est-à-dire, il voit que l'histoire de l'humanité est une succession de civilisations, où la civilisation passe d'un endroit du monde vers une autre, sorte de flambeau que se passent les civilisations. Donc, lui, c'est ça la réponse qu'il va donner à la situation dans laquelle il vivait à l'époque. Mais Ben Ali n'est pas un intellectuel au sens commun du terme, c'est-à-dire qui n'est intéressé que par des constructions théoriques abstraites ou philosophiques. Ben Ali, c'est autre chose. Ben Ali, lui, est un homme qui s'est senti investi d'une mission. Donc, il a à cœur de vouloir donner des instruments de transformation de la société. Et un des instruments principaux, justement, est cette notion de civilisation. Parce que si nous voulons changer une situation qui nous déplaît, nous devons d'abord la comprendre pour pouvoir agir dessus. Et donc, la compréhension de cette notion de civilisation est primordiale. Lui, donc, il va déterminer qu'il y a dans toute civilisation un cycle avec trois phases. La première phase, c'est la phase de la genèse, de la montée en puissance, qu'il va appeler
la phase de l'âme, où c'est pendant cette phase-là que la société va créer ce qu'il a appelé son vouloir, c'est-à-dire cette volonté de se dépasser, cette volonté de créer. Et donc, les choses dans cette phase-là n'existent pas. Il y a une volonté. Après, il y a, le Nabi est un scientifique, il sait ce que c'est qu'une différence de potentiel, c'est-à-dire que pour produire de l'énergie, il faut qu'il y ait une différence de potentiel, c'est-à-dire où l'énergie doit tomber. Et donc, c'est là où on ira vers ce qu'il a appelé la phase de la raison. Et c'est pendant la phase de la raison que cette civilisation va créer ses objets, elle va créer tout ce qui va la caractériser, c'est-à-dire sur le plan humain, c'est-à-dire les grands hommes qui vont être caractérisés de cette civilisation, les innovations, les inventions qu'ils vont faire. Et puis après, cette énergie va faiblir et ce sera la phase des instincts et la phase de la décadence. Mais lui, Ben Nabi, à la différence de d'autres penseurs, il estime qu'il n'y a pas un déterminisme, parce que dans certains chez les autres, on estime qu'il y a, dans la civilisation, elle est comme un organisme humain, il y a où il grandit, puis la maturité, puis la vieillesse, la décrépitude. C'est-à-dire que c'est comme si c'était une loi inéluctable. Le Nabi va déterminer quels sont les facteurs qui poussent pour passer d'une phase à une autre, quels sont les facteurs. Bien qu'il va voir, et ça c'est plutôt plus intellectuel qu'autre chose, que jusqu'à présent ça a toujours été le cas. Mais ça n'en reste pas moins que ce n'est pas, pour lui, ce n'est pas inéluctable. Pourquoi est-ce que le Nabi a vu l'intérêt de la civilisation? Il décrit une situation, certes, mais il veut aussi, comme je l'ai dit, il veut transformer les choses. Pour la transformer, c'est-à-dire, lui, Ben Nabi pense que ce qui a permis, il revient à lui, parce que lui, Ben Nabi, il a une vision universelle. Et bien sûr, il va illustrer son propos, son analyse, surtout par la civilisation islamique, mais son propos concerne n'importe quelle civilisation. Mais on va étudier donc particulièrement la civilisation islamique. Il va dire qu'est-ce qui a permis la fondation ou l'édification de cette civilisation. C'est le message coranique. Pour lui, c'est le message coranique qui a été la base de la fondation de cette civilisation. Est-ce que maintenant, un autre problème se pose? Est-ce qu'il est possible que le même message puisse réaliser la même chose que ce qui passait dans le passé? C'est-à-dire, est-ce que les mêmes choses, les mêmes idées peuvent permettre de recréer une nouvelle civilisation? Et ça ne s'est jamais passé dans le monde. On voit que dans les autres civilisations, ça ne s'est pas passé. Pourquoi est-ce que la civilisation islamique serait différente des autres? Est-ce qu'il ne faudrait pas mieux chercher en tant que... Maintenant, on ne parle plus en tant que croyant, on parle en tant que sociologue, en tant que des gens, disons comme on les appelle maintenant, un esprit positif. C'est-à-dire, on cherche l'efficacité, on veut le but. Le but que nous cherchons, c'est de dépasser la situation dans laquelle nous sommes. La situation dans laquelle nous sommes est-elle différente de la situation qu'a vécu Ben Nabi? Nous n'avons plus de maître chez nous. Nous sommes apparemment indépendants. Mais nous sentons tous. Il n'y a pas besoin
d'épiloguer longtemps sur ça, que la situation est presque la même. Nous restons toujours, comme on dit, une société dépendante. Nous voyons que nous ne maîtrisons rien. Et ce n'est pas simplement en Algérie que le problème se pose. Il se pose pratiquement à l'échelle islamique. C'est-à-dire qu'ils sont toujours dépendants, ils sont toujours, non pas acteurs de leur destin, mais spectateurs. La situation étant la même, est-ce que ces régions ou ces peuples n'ont-ils pas intérêt à trouver d'autres ingrédients, d'autres carburants pour repartir? Alors là, Ben Nabi avait déjà pensé cela. Parce que Ben Nabi, lui, sa pensée, elle était déjà toute prête dans son esprit quand il a commencé à écrire. Il a commencé à écrire relativement tard pour un intellectuel de son envergure, mais tout était déjà dans son esprit. C'est pour cela qu'il va commencer par écrire un livre qui s'appelle Le phénomène coranique. Le phénomène coranique est un livre où il veut démontrer, par les moyens des sciences humaines, l'authenticité du Coran. Et c'est ça qui va irriguer tout son livre. Mais il ne le fait pas en tant que simplement intellectuel ou simplement un croyant qui veut donner un témoignage de la véracité de ce qu'il croit. Non, il reste toujours un homme un implacable scientifique qui ne refuse aucune hypothèse. Donc, s'il dit que le message coranique, donc l'islam, est authentique, ça veut dire que, à la différence des autres idées qui ont mené le monde, celui-là, il a une place à part. Et ce n'est pas en tant que croyant qu'il le dit. Il essaie de démontrer pour donner une preuve, un témoignage aux hommes, c'est-à-dire à l'humanité. C'est-à-dire, il dit, si le phénomène coranique est un phénomène céleste, est un phénomène divin, il va obéir, donc il va avoir une spécificité à part. Cette spécificité, c'est qu'il va permettre un nouveau, appelons-le, disons, miracle, c'est-à-dire pour permettre la création ou bien la construction d'un nouveau cycle. Et donc le problème qui se pose à lui, donc, ce n'est plus un problème d'authenticité. Il estime que le message coranique est capable de rééditer ce qu'il a fait. Et donc le problème qui se pose n'est plus un problème d'authenticité, mais un problème d'efficacité. Et toute son œuvre sera d'essayer de donner des instruments pour rendre ce message, pour rendre ce qu'il a appelé lui, cette vérité travaillante. C'est une vérité, certes, il le prouve, mais qu'elle devienne travaillante, qu'elle devienne efficace. Et donc il va poser le problème des conditions de la Renaissance, etc. Toute son œuvre va s'atteler à cela. Donc maintenant on revient donc au problème de la civilisation. Ayant déterminé, on peut se poser la question, qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi est-ce que cette civilisation est arrivée là où elle est? C'est-à-dire dans un état pitoyable. Comment se fait-il? Donc, il va donner des arguments historiques, il va étudier l'histoire. Nabi n'est pas un historien, mais l'histoire lui sert comme preuve de démonstration, comme la philosophie, comme les sciences humaines, comme preuve de démonstration. Et donc, il va expliquer ce qui s'est passé. Et donc, il détermine un schéma de la civilisation avec donc une phase montante, une phase, disons, qui développe et une phase qui descend.
Et les points de rupture, le premier point de rupture dans la civilisation islamique, le Nabi va le voir dans la bataille de Siffin. Cette bataille qui va mettre aux prises des musulmans contre d'autres musulmans. Pourquoi est-ce que le Nabi a choisi particulièrement cette bataille? Parce que nous savons que ce n'est pas la première bataille fratricide. Il y a eu de première guerre, mais c'était ce qu'on a appelé les guerres d'apostasie, qui ont eu lieu quand le prophète est mort et quand certains ont refusé de payer la zakat. Et que le nouveau calife, Abu Bakr, a décidé de les combattre parce qu'il estimait qu'on ne pouvait retirer aucune obligation de la nouvelle religion qui s'instaure. Ce fut une lourde guerre, mais qui ont fini bien sûr par la victoire des musulmans. Il y a eu, après cela, lors du troisième calife Othman ibn Affan, il y a eu aussi des dissensions qui ont abouti à son assassinat et qui ont abouti à la nomination du quatrième calife, Ali, et qui a été contesté. Il a été contesté dès le début par des gens qui étaient proches de lui, et même par une des épouses du prophète. Et il y a eu une guerre qu'on a appelée la bataille du chameau. Et ça s'est passé avant Siffin. Or, tout ceci n'a pas infléchi, parce que ça restait simplement sur le plan où il y avait, parce que il y avait aussi des rivalités. Dans la bataille du chameau, c'était des rivalités, mais dans la bataille de Siffin, c'était autre chose. C'était deux visions qui s'affrontaient. Il y avait la vision d'un côté, disons, légitimiste, qui estimait que l'islam devait continuer comme, disons, avec sa rigueur, qu'on appellerait ici maintenant idéologique, et d'autres qui voulaient des accommodements. Il n'y avait pas simplement, le problème ne se posait pas simplement chez un homme comme Muawiyah. Muawiyah n'était pas seul. Muawiyah avait avec lui une grande partie des musulmans, une grande partie des compagnons du prophète. Et donc, il y avait cet affrontement, il était plus idéologique. C'est-à-dire, on avait une vision. Si vous voulez, on pourrait peut-être le comparer à certaines révolutions contemporaines où il y avait une lutte entre ce qu'on a appelé les idéologues et les réformateurs. De ceux qui voulaient faire une pause dans la révolution, de ceux qui voulaient la continuer. Et dans toute révolution, il y a toujours eu ces tensions-là entre ceux qui voulaient, entre guillemets, la pureté idéologique, qui voulaient continuer dans l'effort, et d'autres qui voulaient faire une pause. Mais simplement, cette bataille a montré une fracture où il y a eu un mot célèbre du frère de Ali, Aqil ibn Abi Talib, qui a dit qui a fait la séparation entre le côté temporel, c'est-à-dire le côté matériel qu'il estimait être du côté de Muawiyah, et le côté spirituel qu'il estimait être derrière son frère. Et là, en faisant cette dichotomie, lui, il n'était simplement qu'un, disons, un échantillon, c'est-à-dire que c'était pas lui simplement qui disait ça, c'est-à-dire qu'il y avait certains, nombreux, qui pensaient comme lui, c'est-à-dire où l'unité de l'idée islamique s'est trouvée fracturée. Et là, Ben Nabi dit, cette fracture, cette cassure va arrêter l'élan spirituel, cette phase de l'âme, mais le groupement, la communauté islamique avait emmagasiné tellement
disons, d'énergie spirituelle, qu'elle a pu construire une brillante civilisation à l'instar d'autres civilisations dans le monde. Et ça a cheminé pendant 5 ou 6 siècles. Et Ben Nabi va déterminer à peu près le nouveau point d'inflexion à partir de la fin de la dynastie des Almohades chez nous au Maghreb. Or, Ben Nabi n'a pas fait œuvre de régionalisme dans le monde musulman où il a mis uniquement des critères au Maghreb. Non, parce que 1269, qui est la chute de la dynastie almohade, correspond pratiquement à 1258, qui est la chute de Bagdad et la destruction de Bagdad par les hordes mongoles. Mais simplement, à la différence de du premier point d'inflexion entre la phase de l'âme et la phase de la raison qui détermine d'une manière très précise, la phase de décadence est difficile parce que c'est des choses qui vont aller doucement. Les choses, même on le voit, on peut prendre un exemple trivial, un fruit pourrit lentement. Donc, ce pourrissement, cette décadence, Ben Nabi va la situer presque entre 2 siècles, parce qu'il parle quelquefois de post-almohadien, quelquefois il passe de post-khaldonien. Ben Khaldoun est mort en 1406 de l'ère chrétienne. Quelquefois même, il va jusqu'à la chute de Grenade, 1492. Or, de l'autre côté du monde de l'islam, c'est-à-dire vers l'Orient, il y a eu une petite renaissance avec Samarcande. Il va y avoir une petite qu'il appelle la renaissance timoride, qui va, elle aussi, finir vers le milieu du XVe siècle. Et c'est à partir donc clairement de la fin du XVe siècle qu'on va rentrer en décadence. Et donc le problème, on le voit d'une manière comme ça, globale, et que la question se pose encore de nos jours, et on est malgré tout toujours dans les mêmes conditions, c'est-à-dire lui il va donner comme définition de la civilisation, il va donner, je résume pas en donnant d'autres mots qu'il a employés, c'est-à-dire la civilisation, c'est de permettre la construction d'une société non dépendante. C'est-à-dire qu'il se suffit, c'est pas qu'il suffit, il ne s'agit pas d'autarcie, c'est pas une autarcie, puisque même les pays les plus puissants ont besoin des autres dans le cadre d'échanges, etc. Non, c'est pas une autarcie, mais qu'il ne soit pas c'est-à-dire que si on coupe, chez nous, si on coupe les relations avec l'Europe, en un mois, le pays va s'effondrer. Je ne sais pas si vous vous souvenez, en 88, les émeutes ont commencé quand il n'y a plus de farine, pendant quelques semaines, pendant 3 ou 4 semaines. Il n'y a plus d'importation de farine, il y a eu des émeutes. Si on coupe, nous, ça veut dire qu'on est totalement dépendant. On est dépendant dans notre habillement, dans notre nourriture, dans nos médicaments, dans tout ce qui est essentiel. Tout ce qui est essentiel, nous sommes dépendants à pratiquement 90% même. Donc c'est ça, c'est comment comment mettre au point, comment construire, comment édifier une société non dépendante, réellement. Et c'est ça la formation supérieure de la société qu'est la civilisation. Lui, maintenant,